un nouveau numéro du club. Et pour ce coup, je peux vous le dire, nous, on est un peu stressés. On est un peu stressés parce qu'on ne sait pas si on est suffisamment à la hauteur. Antonella, Yes. bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Bonsoir Esther, très très bien et toi? Je pense que, non, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Il fallait bien se tenir. C'est ça, c'est Voilà, exact. il faut faire genre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'émission est d'un level, on dirait I liked. On va dire ça comme ça. Alors dites-moi les amis, l'industrie du luxe, qu'est-ce que cela évoque chez vous? Antonella, qu'est-ce que cela évoque chez toi? Alors on parle de luxe, on parle de grandes marques, on parle de coquetterie, de tout ce qui est élégant, tout ce qui Beaucoup est de chic. coquetterie en tout Ouais. cas. Alors on parle de belle finition, on parle de qualité, on parle de beau avant toute chose. Et toutes ces choses-là, en général, nous autres, on les contemple de loin, en tout cas pour la plupart. Voire très loin. On est très admiratifs, même quand on grouille un peu, c'est toujours pas suffisamment atteignable, mais c'est un monde qui reste parfait, qui reste merveilleux. Et aujourd'hui, on aura la chance de pouvoir suivre, ou du moins poser toutes les questions qui pourraient nous inspirer sur le parcours de l'un des travailleurs de cette industrie-là. Parce que tous les pays, toutes les enseignes, y mettent un véritable travail pour pouvoir donner tout ce qu'il faut et produire cette qualité, ces objets, ces matières de qualité qu'ils nous proposent. Aujourd'hui, on aura en notre compagnie France-Lise Aguiar qui va venir ici sur ce plateau partager son parcours. Ah là là! Bonsoir! Bonsoir. Comment vas-tu, ma CP? Tu peux t'asseoir. Merci. Tu annonces les... Ah, d'accord. Voilà, un moment c'est comme ça, un moment c'est comme ça. Voilà. Alors, on a envie de savoir qui est France-Lise et je préfère te laisser te présenter toi-même. Je me permets de te tutoyer parce qu'ici, c'est un peu comme ça. On se tutoie, ambiance bon enfant et surtout famille. Alors, pourrais-tu te présenter pour que toute la communauté du club te découvre un peu mieux? Alors bonsoir à toutes, à tous, Oui, à tous il les y a des spectateurs hommes. aussi. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Un plaisir. Voilà. Je suis France-Lise Aguiar, je suis responsable de production pour la Maison Française Balmain et je viens tout droit de la France. D'accord. On a écouté ça religieusement et on a surtout remarqué que France-Lise Grassi, est-ce que France-Lise est des nôtres? Est-ce qu'elle est africaine? Alors, Parce en qu'on peut effet, être de peau noire et être, je ne sais pas moi, des îles. en effet, c'est vrai qu'en voilà. plus France-Lise, ça fait un peu connotation. Surtout le nom Aguiar. C'est ça. Alors Aguiar, c'est le nom de mon mari. D'accord. Mon autre jeune fille, c'est Bilongo. Bilongo. Ok. Mes parents sont originaires du Congo, République démocratique, la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa. Et mon époux, lui, est togolais. C'est D'où un le nom très beau d'Aguiar. mélange. Ouais, très, Voilà. Très belle beau. mixité. Vous avez des enfants? Oui, en effet, j'ai 2 enfants de bas âge, Mathias et Eva Rose. D'accord. Mathias et Eva Rose. C'est Voilà. beau, Joli, hein? oui, comme. Merci. On n'y aurait pas pensé, nous. Eva Rose. D'ailleurs, là, pas on mal. voit quelques photos de Lise. C'est bien ça, c'est Lise. Hein? Moi, c'est France-Lise. France, D'accord. Lise, d'accord. Mais vous C'est pouvez m'appeler un- France comme on est entre nous, il n'y a pas de souci. Ça marche. Mm. Alors, France-Lise, d'entrée de jeu, je disais qu'on va parler de luxe aujourd'hui parce que toi, tu travailles dans le luxe et Effectivement. même que tu n'y es pas à n'importe quel poste. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es responsable De production. production à la maison Balmain Oui, de je Paris. t'expliquerai. Voilà, nous quand on entend ça, franchement, on est admiratif, voire plus, on est un peu envieux, on a envie de savoir comment est-ce qu'on peut y arriver pour atteindre ce type de sommet-là. Mais on va commencer par la base. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre de vie est-ce que tu as évolué, grandi? D'accord. Cadre familial. Alors, je vais vous parler de moi. Je vais rebondir ce que tu as dit. On peut se tutoyer? Bien Voilà. sûr. Il n'y a pas à être envieux du tout, hein. Moi, je suis issue d'une famille de 6 enfants. Nous avons grandi dans ce qu'on appelle en France des cités populaires, hein. Mes parents ouvriers, donc avec des faibles revenus, hein. Difficulté en fin de mois de joindre les deux bouts. Mais heureusement, chacun d'entre nous, en tout cas moi, j'avais un don, j'avais une passion, celle de la mode. Donc malgré que la classe sociale était basse, le don faisait que j'aimais bien dessiner, que j'étais très attirée par l'univers de la mode. Et j'aspirais et j'espérais et je priais pour un jour travailler dans ce domaine-là. C'est très spécifique, hein. Elle ne faisait pas que rêver d'eux. Voilà, elle se donnait les moyens d'y Elle y arriver. a cru, oui. Elle y a cru, dur Oui. comme fer. Est-ce que dans la famille, parmi les membres de la famille, il y avait quelqu'un qui évoluait déjà dans le domaine?
Non, mais étant originaire de la République démocratique du Congo, Ah, les sapeurs. mes parents avaient déjà une forte sensibilité mode. Oui. Voilà. Mes parents sont morts aujourd'hui quand je vous parle. Et alors, Mais c'est vrai que j'ai hérité d'eux leur goût pour l'habillement. prononcé pour l'habillement. Et ma mère aussi, à un moment donné de sa vie, a voulu se reconvertir en vendant de la marchandise dans les marchés. Donc à un moment donné aussi, elle avait voulu proposer quelque chose d'autre, de différent en fait. Donc elle s'est mise à lancer en production des robes pour des personnes de forte taille de notre communauté et les vendait sur des places de marché. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aussi inspiré et mélangé avec mon don. Donc j'ai aspiré au fur et à mesure plus en plus à travailler dans ce domaine. Donc en Ah. gros, pendant ton enfance, tu observais ta mère entamer, essayer d'entreprendre dans ce sens-là. Tout à D'ailleurs, fait. c'était assez précurseur. C'était il y a combien d'années? Parce que s'intéresser comme ça aux grandes tailles, c'est nouveau. Ça n'a pas toujours été propre à la mode, ça. Donc que ta mère pense déjà à vendre des articles pour grande taille, il y a combien d'années? C'était pas mal. Alors déjà, la cible, elle était très communautaire D'accord. parce que les femmes originaires d'Afrique, le fait d'avoir du poids, c'est plutôt un signe de richesse. Hein. C'est exact. Donc la Et même cible de beauté. principale était ces femmes-là. Bon, il y a plus de 20 ans hein, aujourd'hui. Mais c'est vrai que nous, les Africaines, on a des formes assez généreuses. Je ne vais pas dire grande taille, mais des formes généreuses. Et c'est vrai qu'il y a plus de 30 ans, et en tout cas, il faut savoir qu'en France, lorsqu'on crée une collection, on se réfère à un mannequin cabine, un mannequin 38 qui a une morphologie occidentale. Donc c'est très difficile de répondre en fait d'un point de vue fit à la corpulence, par exemple africaine ou même asiatique. Parce que la corpulence asiatique, les gens sont plus petits, on a des bustes plus petits, des jambes plus Exact. petites. Donc voilà. Donc à un moment donné, il faut que quelqu'un fasse le choix d'adapter ses produits à un marché. Bien sûr. Moi, je voudrais savoir, et j'espère que la réponse sera honnête, Oui. parce que sous nos cieux, ici, avec nos stylistes africains, Oui. normalement, quand ils regardent autour d'eux, principalement, ce sont ces femmes-là de forte taille. Mais quand ils continuent d'utiliser des mannequins fines et qu'on leur demande, alors pourquoi, qu'est-ce qui explique cela? Parce que les défilés grande taille sont plutôt rares. Ils disent, c'est plus économique. Parce qu'une svelte, c'est quelqu'un qui me demande moins de tissu, moins de beaucoup de choses. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est parce que dans le fond, la beauté est apparentée à ce type de morphologie? Alors là, vous évoquez deux choses qui sont très pertinentes. En effet, il faut savoir que lorsqu'on crée un vêtement et qu'on le vend, il y a la notion de prix. Vous êtes tous d'accord, on est tous d'accord qu'à partir du moment où on utilise plus d'éléments, la chose sera plus chère. Donc je vais vous dire, le métrage moyen, par exemple, pour fabriquer une veste tailleur, c'est 1,7 mètres. Voilà. Oh. Maintenant, On sait pas si c'est ça c'est beaucoup, pour un ouais. 36, bon, on va dire pour une taille 40. Ouais, voilà. Maintenant, si vous faites une taille au-dessus, vous allez consommer plus de de matière. Bien Si vous sûr. consommez plus de matière, si vous achetez plus de fruits, vous devez payer plus. Et c'est pour ça que d'un point de vue profit économique, Oui. c'est vrai que c'est beaucoup plus cher de fabriquer pour des grandes tailles parce qu'il faut plus de tissus, parfois plus de boutons, etc. etc. Bien sûr. D'un autre côté, oui, nous pouvons accuser, dénoncer ces stigmates qui viennent de l'Occident et qui nous... je veux dire, c'est assez violent parce qu'on répercute partout, dans toute l'image. On nous dit que l'idéal, c'est la femme svelte. Svelte, on va dire que c'est relatif, peut-être un 34, un 36 ou un 38. Mais c'est vrai que c'est ce qui est mis en avant. Parce qu'aujourd'hui, on nous apprend qu'un beau vêtement, il peut être apprécié sur une telle silhouette. Mais je pense qu'aujourd'hui, énormément de choses ont changé. Et moi qui travaille pour la marque Balmain, vous verrez que dans de nombreux défilés, déjà, on fait défiler des femmes de Plus en taille forme. plus généreuse, voilà, qui sont peut-être grandes ou On peut-être les moins a vus grandes. là en plus. Voilà, moins sur- grandes, parce qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui se veulent inclusives. Et vous avez maintenant des top modèles très connus qui ne font pas du tout ni un 34 ni un Ah, 36. ça, c'est sûr. Parlons de défilé Balmain, on va en regarder un pour notre plus grand bonheur. Ah Qui là, a entendu parler de défilé inclusif où on a des mannequins grande taille? Oui, je suis allée Et- me préparer voilà, en coulisses pour faire honneur à notre invité du jour parce qu'on parle de mode. Et je pense que je suis très mode cet après-midi. En plus, hauteur. elle disait il y a quelques secondes que tu serais parfaite pour un défilé Balmain. Ah bon, c'est Niki, vrai j'étais en ça? train de Je négocier peux ton vous montrer contrat. mes compétences. On peut me
peux mettre une petite musique là que je montre comment je défile. Écoute, faut monétiser. Hein. T'as pas offert comme ça cadeau. Franchement, très beau défilé. Enfin, je ne veux pas dire défilé, mais c'est très Cette joli, très présentation, original. Moi c'est l'une de mes marques préférées. Très mode. J'aime beaucoup. Ah oui, hein, et ils font un peu de tout, les accessoires. Moi, j'ai beaucoup de casquettes de chez vous. Ah, Non. Et puis également des Avec les montres. plumes, Ouais. là. très bien. Que Je j'aime m'occupe beaucoup. aussi des casquettes. Moi, Oui. je m'occupe des accessoires, du cuir et du denim. Pour l'homme et la femme chez Balmain. Après, je peux rentrer plus en détail aussi sur ma profession. Mais lorsque vous m'en laisserez l'occasion, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, Mm. avec plaisir. Aujourd'hui, on va gratter. Parce que... Alors moi, je voulais savoir, est-ce que tu as eu un parcours académique qui est en rapport avec tout ce qui est mode? Parce que c'est vrai que tu aimais la mode quand tu étais plus jeune, mais est-ce qu'à un moment, tu es partie dans une école de mode pour en arriver là aujourd'hui? Alors oui, Dieu m'a fait grâce de pouvoir intégrer une école de mode. Mais comme je l'ai présenté au début durant l'introduction, c'est des écoles qui sont privées et mes parents n'avaient pas les moyens et je n'avais pas les moyens de pouvoir aller dans ces écoles. D'accord. En euros, ça représentait l'année 9 000 euros. Hein, Waouh. l'année. Waouh. Mais en fait, je n'avais pas du tout cet argent-là, en tout cas. Donc, et mes parents aussi, je suis dans un milieu où la mode, c'est pas bien vu. Les parents veulent que vous deveniez médecin, avocat. Exactement. Surtout dans autre. notre culture, non? Oui, et moi aussi, ma confession religieuse aussi, la mode, c'était vu plutôt comme c'est un peu le diable. Hein. Oui, bien, séduction. Donc, je n'étais pas aussi dans un environnement favorable qui allait aussi m'aider et me dire on va chercher l'argent pour que tu puisses aller dans l'école de mode. Donc, parcours académique plutôt classique dès Non, dans pas le du départ. tout. Heureusement, j'ai fait preuve de détermination et de persévérance. D'accord. Et c'est pour ça que j'encourage toutes les femmes et toutes les personnes qui vont m'écouter. Hein. Parce que parfois, les gens, au début, vous avez des dons, mais ils ne vont pas forcément vous suivre. Mais il ne faut pas s'arrêter. Si vous savez que c'est quelque chose qui est à vous, qui vous appartient et que vous avez vraiment envie de le faire, à un moment, je crois que vraiment Dieu va ouvrir une porte qui fera que vous allez pouvoir concrétiser votre rêve. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Pour répondre à votre question, mes parents m'avaient mis une condition. Ils m'ont dit tu passes ton bac et après on verra. J'ai obtenu mon bac. Il fallait faire un choix. Je suis allée faire j'ai suivi des enseignements supérieurs en art. Voilà, D'accord. à l'université. Parce que c'était moins cher, c'était 1 000 euros. Donc ça, je pouvais encore me le payer. Et c'est la seule discipline qui se rapprochait en fait du domaine de l'art la et de mode. la mode. Bien sûr. Donc j'ai eu mon diplôme universitaire et à l'issue de ça, pendant ce temps-là, j'ai réussi à travailler, mettre de l'argent de côté et après, je suis rentrée dans cette école de mode. Alors, j'ai réussi Wow. à travailler, mettre de l'argent de Pour côté. pouvoir Quel a payer. été le parcours professionnel jusque-là? Le parcours, non, moi j'ai juste fait des petits boulots, D'accord. les petits boulots d'été qui sont la manutention. Hein. Dans les usines, en France, on Bien fait sûr. ça. Vous ouvrez des cartons, vous ouvrez tout ce qui est conditionnement. J'ai travaillé aussi, j'ai aidé ma mère au marché. Et c'est vrai que j'ai travaillé à la fin pour payer mes études aux Galeries Lafayette en tant que vendeuse. C'est vrai que c'était un univers assez propice et qui allait très très bien sur ce qui allait suivre dans ma vie professionnelle. Et ça donne encore plus envie. Hein. Oui. Tu es assise et il n'y a que du luxe autour de toi. Tout ça, c'est clair. vraiment intéressant. Et est-ce que ça se passait bien à l'université quand vous avez commencé? Tout se passait bien? Alors C'était moi, je pas ne me sentais compliqué? pas bien. D'accord. Je ne me sentais pas bien. Je pense nous les femmes, hein, je pense que nous les femmes, on travaille beaucoup, on fait les choses avec le cœur. On fait les choses avec passion. Et lorsque un domaine de votre vie, les choses ne se passent pas Comme forcément comme on le souhaite, Ouais. que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, ben, on n'est pas épanoui. Donc moi, j'étais pas épanouie. Même si j'avais ma foi, j'étais malheureuse en fait. Parce que c'était en fait un petit bout de ce que je voulais vraiment. Oui. Donc non, c'était pas facile. Mais il fallait le faire, j'avais pas d'autre choix en fait. Mais je pense que toute cette tristesse-là a payé aujourd'hui parce que tu es responsable de production chez Balmain, à fait. à Paris. Et comment ça s'est fait? Comment de la Galerie Lafayette, tu es arrivée à Balmain? Alors je suis une femme, je suis africaine, je suis noire, je travaille en France. Oui, effectivement, c'était très difficile. Donc oui, il y avait déjà le problème des études. Dieu faisant grâce, j'ai pu payer mes études supérieures. Après, comme tout le monde, hein, lorsqu'on est devant une copie, il doit faire un devoir, ben, on apprend sa leçon. On est bon élève, hein, donc on fait ce qu'il faut. J'ai eu mon diplôme comme tout le monde. À la fin, on se retrouve à entrer dans le monde du travail. Moi, j'ai décidé d'aller de faire 1 an d'études supérieures et d'aller en Angleterre pour perfectionner mon anglais. D'accord.
Et après, quand je suis revenue en France, ben, j'ai cherché du travail comme tout le monde. Je passais des entretiens, plusieurs entretiens, j'ai été recalé, refusé. Ben, je ne comprenais pas, je me disais, purée, j'ai tellement galéré et encore ça. Et un jour, j'étais grave dégoûtée, je me suis dit, France, soit tu fais un stage, même si tu n'es pas rémunéré, mais il faut que tu restes in en fait. Mais te laisse pas aller, pas parce que tu as eu perdre un pied. diplôme, même s'il n'y a personne qui veut te prendre, même si tu mets ça sur le compte de la couleur ou parce que tu es une femme ou quoi, vas-y, même si tu commences en bas de l'échelle, Accepte. tu vas monter chaque marche. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée dans une petite boîte d'enfants dans Paris. C'était pas forcément le beau Paris, hein, les beaux quartiers, hein, non. Et je me suis dit, je vais faire stagiaire. Et la personne m'a dit qu'elle n'allait pas me payer. Je me suis dit, c'est pas grave, au moins je vais m'expérimenter. Quand tu vas chercher travail, elle ne te paye pas. Bah, mais il faut vous Elle ne remettre dans le cherchait contexte. pas Mes de- parents ouais. déjà ne voulaient même pas que je fasse la mode. Je Ouais. suis juste partie, j'ai cherché l'argent, je suis payée, j'ai fait des études. Je me retrouve dans une situation où j'ai pas de travail, j'ai payé des études super chères. Si je continue comme ça, je vais perdre mon expérience, la Wow. valeur de mon diplôme. Bien Donc sûr. j'avais pas d'autre choix que de me dire que, ok, maintenant tu as appris la théorique, va apprendre À la pratique. Ouais. Voilà, il y aura forcément un temps où les choses vont se Vont mettre s'améliorer, ensemble et ça va exploser. C'est ce que j'ai fait et une semaine après, je vois j'entends par mon école qu'il y a quelqu'un qui cherche une assistante de collection. Je postule, je vais à l'entretien. Je me rappellerai toujours, ma sœur, elle me regarde avant de sortir de l'entretien. J'étais habillée en kaki avec une veste. Mais j'étais vraiment dégoûtée par la vie. Hein. Je vais à l'entretien et au lieu de passer un entretien normal, la personne elle me dit « Oh là là, je vous ai appelé parce que vous habitez dans les quartiers défavorisés. Vous habitez à Villiers-le-Bel. » Mais attention. Et elle me dit « Moi, j'ai grandi à Villiers-le-Bel. Et je voulais voir, c'est une personne qui a fait fortune, hein, qui a réussi. Il a dit, je voulais voir une personne qui vient de cette ville-là. Waouh. Donc, vous passez On des a la chair entretiens. de poule. Ouais, on vous Wow. dit, oh, vous n'êtes pas assez expérimenté. Ah, vous êtes comme ci. Ah, vous êtes comme ça. Et là, moi, je me dis, oh là là, la discrimination, je suis noire, je viens des faux quartiers, qui va m'appeler Mais là, on dit qu'on vous appelle Parce que vous venez parce que de vous venez d'un Marseille. quartier défavorisé. Oh là là. Si ça, c'est pas Dieu. Non, franchement. Ça Ça mérite. mérite un applause quand même. Il ne me pose pas d'autres questions, il me dit venez demain à telle heure, on commence. Je rentre chez moi, je dis à ma sœur, et ma sœur elle me dit tu vois France, je savais quand je t'ai vu sortir de la maison qu'on allait te prendre. Et là, c'était un stage ou un incroyable. essai? Non, c'était un CDI. En même temps. Direct. Waouh. C'était un CDI et quand j'ai eu ce CDI, je me suis dit Seigneur, je veux faire une action de grâce. Mon premier salaire, même si c'était le revenu minimum hein, qu'on appelle le SMIC en France, c'était pas grand-chose. Mais pour moi, c'était beaucoup. C'était le début de quelque chose. J'ai pris ce salaire-là, j'ai donné à mes parents. Et au travers de mes parents, je voyais que c'était Dieu. J'ai tout donné. Et je vous ai dit, hein, on n'avait pas d'argent. J'ai tout donné, je suis restée comme ça. Je faisais des jeûnes tous les jours parce qu'il n'y avait plus d'argent même pour payer. Une bénédiction. La bénédiction qui ressort Oui, de ce clair. type d'acte-là, Voilà. d'action, c'est Et fort. si vous me posez la question comment j'ai fait pour arriver là, j'ai mis ma foi en action. Waouh. Ça, c'est Détermination, oui, foi. la détermination, la foi. On dit la C'est foi ça, peut comme quoi, il faut déplacer jamais les montagnes. baisser les bras. Oui, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours croire en soi et en ses rêves. C'est vrai, on a des personnes qui sont au fin fond des bidonvilles, dans des quartiers précaires, qui n'arrivent même pas à manger, mais qui rêvent d'être président de la République un jour, qui rêvent d'être multimilliardaire. Et ce n'est pas Et impossible. c'est pas hein. impossible. C'est pas Bien impossible, sûr. parce que si on t'a toi aujourd'hui sur notre plateau, c'est que, franchement, On a vu Tout est hein, possible. des La plupart présidents, des des personnes ministres et tout. déterminées viennent de ces quartiers-là. Si Mais vous écoutez l'histoire, les histoires des personnes qui aujourd'hui gouvernent, si je peux dire comme ça, le monde, et vous direz pour la plupart, je ne venais pas, je ne pensais pas que de là où je viens, ma fin, ou du moins là où j'arriverais, finirait comme ça. Parce qu'en général, ceux qui sont nés là où tout est brille, tout est rose, ne fournissent pas suffisamment d'efforts. mais c'est Au ça. bout d'un moment, Jésus même, il est né dans une crèche. Moi, aujourd'hui, c'est la star du monde. Mais c'est la vérité. allez, la comparaison, Niki. Alors, Niki le disait tout à l'heure, en plus on le répète, on ne cesse de le répéter depuis le début de cette émission. Donc, vous êtes responsable de production chez Balmain. Oui. En quoi consiste exactement votre travail? Alors je vais essayer d'expliquer avec des mots simples. hein. D'accord. Alors tout le monde connaît la Fashion Week. Bien Oui. sûr. Voilà, ok. La Fashion Week, en fait, c'est un événement qui est organisé pour que les acheteurs, quand je dis les acheteurs, ça veut dire les grands magasins, hein, les malls, Les comme vous avez- grossistes. voilà, Voilà. du monde entier, voient la nouvelle collection. D'accord. Lorsqu'ils voient la nouvelle collection, vous avez justement ces défilés qui sont organisés durant cette Fashion Week. C'est la semaine des défilés, en fait. Et là, ces acheteurs, ils font un choix. Ils vont dire, ah, dans le défilé, là, moi, je veux prendre 8 jupes fuchsia, 20 000 chemisiers citron ou vert, voilà, et ainsi de suite. Et à la fin, ils ont leur carnet de commande. Et ces carnets de commande, en fait,
il est remis à la responsable de production. Ça veut dire c'est la collection qui s'est maintenant en volume. Bien sûr. Et ce volume-là, il m'est confié. Moi, ma responsabilité, c'est de dire, OK, on a pris 8 comme ça, 20 000 comme ça, 30 000 comme ça. En tout, on a, par exemple, 50 000 pièces à fabriquer. Je dois répartir la fabrication auprès des différentes usines. D'accord. Voilà, en fonction de leur capacité, en fonction du chiffre d'affaires qu'elles doivent réaliser avec la société avec laquelle elles travaillent, le donneur d'ordre. Donc ça aussi, ça demande à travailler avec le bureau d'études afin de normaliser, parce que tout à l'heure, vous l'aviez bien dit, les mannequins, elles font des tailles 34. Mais comment on arrive du 34 pour quelqu'un qui fait du 42, comment vous transformez? Ou du 50. Voilà, donc il y a l'étape de la normalisation, c'est ce qu'on appelle la gradation. Ça veut dire qu'on va transformer cette taille 34 en une taille 36, 38, 40, 42, etc. Donc moi, je travaille avec ce qu'on appelle le bureau d'études. D'accord. Ça veut dire que on va dire on va rajouter un bouton et ainsi de suite par rapport au défilé, ça allait, ça n'allait pas. L'acheteur, il a dit que ça, c'était trop court, il fallait rallonger d'1 centimètre. Donc il y a tout ce travail-là de mise au point, normalisation. Ensuite, il y a tout le travail d'achat. Donc si vous avez acheté ces vêtements, il faut que je calcule combien de métrages au total je dois commander auprès du fournisseur pour pouvoir créer les 20 000 chemisiers. Donc je fais ce calcul en termes de boutons, en termes de thermo, ça veut dire tout ce qui va maintenir, vous voyez le col, Oui, il y a un thermo à l'intérieur pour le maintien. Donc je fais tous ces calculs-là. Une fois que j'ai calculé cela, je vais avec les maintenant acheteurs qui travaillent dans la boîte, avec l'acheteuse fourniture, l'acheteuse matière, lancer ces commandes-là. Donc j'essaie de coordonner la mise au point, les achats et après aussi la livraison en entrepôt. Toutes ces matières premières qu'on a achetées, elles vont être livrées dans un point, le point A. Et ce point A, en fonction des fabricants que j'ai trouvés, je vais leur dire envoyez tant de mètres, tant de boutons à tel, tant de mètres, tant de boutons à tel pour fabriquer ça, ainsi de suite. Et ça, c'est dans le monde entier que j'envoie les usines. Et lorsque tout est lancé, les commandes sont lancées, vous expliquez au fabricant qu'il a intérêt à suivre un timing, il doit livrer de telle date à telle date. S'il rencontre des problèmes, il doit me contacter. Et moi, toutes les semaines, je dois suivre qu'il suit la cadence. Pour suivre cette cadence, donc je l'appelle, j'ai un tableau de suivi, mais aussi je vais sur place, sur les différents sites de production, afin de m'assurer que la production est bien réalisée, autant d'un point de vue RSE, parce que vraiment au jour d'aujourd'hui, on fait très attention à l'humain. Est-ce que ça doit être dans de bonnes conditions? Est-ce qu'on fait travailler des enfants? Oui, non. Est-ce que voilà, le créneau horaire de travail est respecté? Voilà. Mais aussi, est-ce qu'il respecte bien les finitions qu'on lui a demandé? Est-ce qu'il respecte bien le patronage? Le patronage, c'est-à-dire le vêtement papier, parce qu'avant de couper un vêtement, il faut un patronage. Donc je vérifie que tout ça se passe bien. Mais il peut aussi m'appeler et me dire qu'il y a une erreur dans les choses que je lui ai données. Donc je vais sur place pour être plus réactive et vérifier que tout se passe bien. Et aussi qu'il ne fasse pas passer un concurrent à ma place qui m'a volé la capacité et faire en sorte que je ne vais pas livrer en temps et en heure. Wow. Alors, c'est incroyable, il y a quand même un énorme travail derrière. C'est facile, que c'est rien. Franchement, vous voyez le travail qu'il y a derrière. Non, on entend Balmain Paris, on aurait dit que vos actions étaient seulement dans le pays, à la rigueur. Mais là, on entend que non, je peux prendre la responsabilité des productions mondiales, si on veut dire. Est-ce que ça, c'est parce que la commande a été faite lors de la Fashion Week de Paris? Ou alors, en tout temps, vous intervenez sur plein de pôles comme ça à la fois? Alors, Parce que, Balmain, ouais. comme Christian Dior, comme d'autres marques de renom Chanel, sont des marques internationales. Oui. Donc les clients sont Partout. all over the Partout, world, bien sûr. dans le monde entier. Néanmoins, il faut savoir que les ressources humaines, c'est comme si aujourd'hui, je vais fabriquer, par exemple, les chemises en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, vous cultivez aussi le coton, vous avez voilà, un savoir-faire. Donc nous, on ne va pas forcément faire que du Made in France. On va voir déjà le savoir-faire, mais on va voir aussi la compétitivité au niveau du prix. Si on me dit qu'en Côte d'Ivoire, ça me revient à 3 € la pièce, et qu'en France, ça me revient à 50 €, Je produis en Côte Ouais. d'Ivoire. pas Le dit truc France, on sait pas. le plus simple, c'est de chercher des fournisseurs qui peuvent faire un travail de qualité à moindre coût. Voilà, Ok. c'est là, voilà. Donc ça aussi, c'est encore un point important de mon métier et aussi dans les temps aussi. Donc en gros, on peut faire partout dans le monde, mais il n'y a pas que le coût de fabrication. Il y a aussi les frais de douane, les accords sûr. commerciaux qu'on a entre les différents pays en termes d'importation et d'exportation. Parce que moi, vous savez, les matières premières, il faut aussi les exporter. Donc moi, d'un autre côté, j'importe le produit fini. Donc tout ça est analysé avant de prendre toutes ces décisions. C'est Après tout ce incroyable. travail-là. Et vous arrivez à gérer tout ça à la fois? Alors moi, ça fait plus de 17 ans
que je travaille dans le domaine. Waouh. Je vous ai dit, j'ai commencé en tant qu'assistante de collection. J'ai été payée rien du tout, hein, le SMIC. Pourtant, j'avais payé mon école super cher. Si vous insistez, on va finir par vous dire vous demander ce que vous gagnez aujourd'hui. Hein. Et là, c'est bon, on est lancé. Alors, On est Black maintenant, Monday. comment ça se Je vais passe? déjà répondre à la première question. Donc, c'est pour vous dire que j'ai gravé les échelons. Parce que je ne regardais pas ma montre hein, quand je travaille. Hein. Il faut savoir que si vous voulez rentrer chez vous, aller jouer ou regarder la télé, seul le travail paie. C'est ça. Donc, C'est clair. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est clair. Tout à l'heure, vous parlez d'être une femme, déjà, c'est très compliqué. Et en plus de ça, être noire, c'est encore plus compliqué en France. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut faire plus d'efforts que les autres, plus d'efforts que vos C'est collègues vrai, pour, étant une pour y femme arriver et noire. Déjà, c'est ça. Ben oui. Moi, je considère que même à l'école, déjà, on faisait plus que les autres. Après, en tant que femme, on est toutes des femmes ici, je vais être honnête. Je pense que moi, mon apparence m'a beaucoup aidée. Mon apparence m'a beaucoup aidée. Étant plus jeune, quand je vais travailler dans la mode, tout le monde disait « Ah, mannequin, ah, mannequin, ah, mannequin ». Après, c'est ça aussi. Mais bon, il n'y a pas que mannequin qui existe aussi dans la mode. Et ça m'a aidée parce que quand on vous trouve jolie, un peu menue, vous répondez au code donc, de l'Occident, Bien sûr. on vous dit « Ah, bon, cette noire-là, elle passe, elle n'est pas passe, comme les ouais, autres. ouais. Elle n'est pas comme les Elle autres. nous ressemble. Voilà, mais bien sûr, c'était dur. Moi, je me rappelle, un jour, j'étais à une réunion. J'avais mon assistante, elle est blanche. Elle venait de l'Afrique du Sud. Elle était originaire de l'Afrique du Sud. Elle est noire, non? Et moi, Non, j'étais elle sa est blanche, elle a dit. blanche. Jusque-là, on Afrique voulait du Sud. sauter. Hein, mais... assistante. Une assistante. J'essaie de me contenir. Et la Alors directrice commerciale durant le showroom devant tout le monde. C'est la première fois, c'est là vraiment où j'ai subi, je pense, le racisme en direct comme ça. Elle a dit « Oh là là, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Une Africaine noire responsable d'une Africaine blanche. » Mais elle disait ça d'un temps vraiment... Au teint. Agacée. En fait, chez nous, Ouais. ici, on dit, Comment mais Fleck ose- Bessou, une assistante quoi? De quoi? Mais c'est les compétences, chérie. Ça Ce sont m'avait les compétences. j'ai trouvé ça tellement Comment violent. ça a rendu vos rapports, toutes les deux, professionnels? Oh là là, Même humain, je lui ai hein. montré que j'étais là, que j'étais noire, Ça, c'est que notre j'étais belle, que je méritais, que j'étais intelligente. Moi, on m'a pas... je ne suis pas tombée là par hasard, il n'y a personne qui m'a pissonné ici, hein, si ce n'est Dieu. Moi, comme ça, le Ce qui chien est aboie, bien la aussi caravane passe. avec les femmes, elles ont des caractères. Donc tu peux pas marcher sur Oui, nous en mais fait. la femme noire, c'est la femme même qui de nature même a un tempérament, tu vois. ça, Tu tu peux pas peux lui pas. marcher dessus comme ça, surtout si elle est intelligente, travailleuse et qu'elle sait ce qu'elle veut, franchement. Je venais De toute de trop façon, elle a loin. eu la, Je venais la de meilleure trop loin. réponse. Oui. Hein. Lui montrer ce qu'elle vaut. Je venais de trop loin, je laisse personne me distraire. Je viens de trop loin. J'ai trop galéré. J'allais pas m'énerver, là après maintenant on va Bien me convoquer, sûr. on va me mettre dehors. Ouais. À quoi bon? Et ça vous arrive de temps en temps d'avoir ce genre de critique Est-ce que vous avez déjà été blessé une autre fois? Non, C'était la seule. non, et peut-être que les gens disent quelque chose, mais je n'entends plus. Ah, merde, Je vois je disais tellement ça. loin, je suis plus là-bas. C'est la meilleure des solutions, je pense. Oui. Après, quand ton dos est large, bah, tu laisses les gens parler, hein. Tu ne dis plus rien. Non, non. Après, au regard de ton parcours, est-ce qu'il y a une certaine fierté d'où tu es arrivé aujourd'hui? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu viens de très, mais très loin. On n'était pas là avec toi dès le départ, mais toi seul sais ce que tu as vécu. Est-ce que quand tu regardes la femme que tu es aujourd'hui, tu es fière de toi, de ce que tu as accompli? Je suis fière de moi, mon mari est fier de moi, ma famille est fière de moi. Pour moi, je suis un témoignage vivant. Je parle souvent de ma foi, que Dieu existe. Voilà. Je suis un témoignage vivant qu'on peut être au plus bas, mais on peut s'en sortir. Donc moi, je ne suis pas fière de travailler chez Balmain. Je suis fière d'avoir cru en moi et d'avoir essayé. Maintenant, réussir, c'est relatif. Il y en a qui vont voir la réussite parce que je travaille chez Balmain. Mais moi, je vois la réussite parce que je suis sortie de ma zone de confort. Bien sûr. Je suis sortie du diktat. Je suis sortie du fait que quand tu es dans les banlieues, on dit tu vas rester là. Je suis sortie du fait que quand on dit ah, vous venez de l'étranger, ok, vous restez seulement dans la cité, vous restez là. Je suis sortie de ça. C'est ça ma fierté. C'est pas travailler chez Balmain. Balmain, c'est pas la boîte à mon père. Bien sûr. C'est ça. Ah, j'aime bien. Alors, on peut être au plus bas et s'en sortir. Ça vous parle, hein? Du coup, restez assis. Nous, on revient juste après la pub.
Parcours d'une femme africaine dans le luxe, parcours inspirant d'une de nos sœurs qui évolue aujourd'hui dans le luxe international. Nous, on est ici sur ce plateau et on écoute l'histoire de Franz-Lise avec beaucoup d'optimisme et puis on est très concentrés, beaucoup de concentration également. Et donc, si vous autres, vous nous prenez en marche, asseyez-vous. Ici, on parle inspiration, ici, on parle influence positive et je suis sûre qu'avec tous les éléments qu'elle va nous ressortir en nous parlant d'elle, vous allez puiser et puis qui sait, pouvoir vous former, vous propulser et aller très loin vous également. Elle l'a dit, hein, Franz-Lise, peu importe de là où tu viens. Le plus important, ce sont tes objectifs. Où est-ce que tu veux aller? Et puis les moyens que tu te donnes pour y parvenir. Merci encore à toi d'être avec nous. Merci d'avoir considéré notre grand plateau parce que franchement, nous, Balmain et toutes ces marques de luxe, ça nous influence. On se dit même que c'est très sélect. Et aujourd'hui, avoir une sœur qui a réussi à atteindre ce type de sommet-là, on est très fiers de toi. Et donc cette fierté-là, elle n'est pas que de ton mari, de ta famille, elle est de tout le continent, tout le continent, tous tes frères et sœurs. On est fiers de toi. Merci encore. Et puis elle a dit un truc tout à l'heure qui moi m'a touchée. Elle a dit que c'est pas travailler chez Balmain qui fait sa réussite. Ah au oui, fait. c'est ça. C'est le fait d'avoir cru D'être en ses sortie, rêves, ouais. d'être sortie de sa là où zone elle de est. confort. Franchement, on voit certaines personnes, on pense que cette personne a réussi. Cette personne est ceci, cette personne est cela. Pourtant, au fond, la personne ne sort pas de sa zone de confort. Mais elle a réussi. Elle doit donner sa recette. Voilà. À part la foi, franchement, sa recette de comment elle a pu tenir pour sortir comme ça de sa zone de confort et pour continuer, au fait, à se battre et à lutter. Parce que On lui donne la la mode, le monde de la mode, c'est la jungle encore. Le monde du luxe. Surtout Voilà, c'est la jungle. à Paris, là-bas. Oui. Moi, j'entends plein d'histoires, c'est tellement compliqué. J'avais plein de copines qui travaillaient Oui. dans tout ce le qui est le luxe, luxe et tout. Ouais, les c'était très, très magouilles. compliqué. Et surtout pas qu'elles sont faux. noires aussi, donc c'est pas facile du tout. Parce que déjà, même toi-même, dès le départ, même, tu as déjà deux problèmes. Tu es noire, tu es femme, Et puis en tu es plus, noire, tu es femme, tu es noire, tu es africaine et puis tu ça es fait dans le 3 luxe. problèmes ou 4 et demi. Alors finalement, est-ce qu'il y a une recette magique? De quoi t'es-tu armée pour arriver à braver ce labyrinthe? Alors la discipline, j'en ai pas parlé, mais il faut être discipliné. Parce que c'est vrai, si tu n'es pas discipliné, tu vas faire palabre tout le temps. Hein? Non, tout à l'heure vous m'avez taquiné, vous m'avez dit on se tient droite, on croise les jambes. Mais bah oui, c'est la discipline. Moi déjà toute petite, je me suis toujours dit France, prépare-toi. Prépare ton élocution. Pendant que d'autres allaient jouer, moi j'allais à la bibliothèque, je lisais énormément parce que je voulais enrichir mon vocabulaire. Je me disais voilà, je me préparais, je me disais France, tiens-toi droite. Il ne faut pas se tenir comme ça, courbé. Tiens-toi à droite, traîne-toi à droite, tiens-toi à droite. Parce que là, je ne fais pas la comédie, je me tiens comme ça. Naturellement. Voilà. Je me disais, travaille ton élégance, travaille l'élégance. Parce que l'élégance, là, ce n'est pas les habits, ce n'est pas la marque, c'est ton attitude, ta tenue, la tenue de tes épaules, de ta carrure, ton porté De de tête. visage, le cou. Donc c'est ça. Une hygiène de vie, je ne me prenais pas aussi pour n'importe qui. C'était pas le faux garçon là du quartier qui allait venir me faire sortir pour aller jouer derrière les murs à un jeu touche pipi ou quoi. Les livres de ça, abstenez-vous. Mais c'est ça. J'adore. Mais je vous dis la vérité, Non, mais elle a on est raison. entre femmes, non? C'est vrai. Bien Donc sûr. c'est cette rigueur déjà de bas âge. Tu savais ce que tu voulais. En tout cas, je ne me prenais Bien, pas c'est- pour n'importe qui. Voilà. Si tu ne vis pas ton métier, si ton métier même est lié à une certaine nature que tu devrais développer, mon cher, même quand tu bois le thé, il faudrait dire, alors, hypothétiquement, je pense que ce thé, ça va marcher. Là, ça reste. vrai, en C'est comme les personnes qui veulent voyager, aller aux États-unis, au Canada. Tu n'apprends pas anglais Quand on depuis la faisait les classe. cours d'anglais à l'école, là, vous étiez en train de manger pain quelque part là-bas. Je rêve de... Pourtant, Alors, you voilà. want to go there. Parce So, que on fait comment là, là? tu veux être styliste. I feel you. C'est un I feel moment. you. On va faire ça. Alors du coup, France-Lise nous apprend à vivre nos rêves. On n'a pas dit d'être, comment ça se dit déjà, pas flotteur. Pas d'être pas flottage, s'il vous plaît. Elle est en train de dire, d'essayer de représenter ce qu'on voudrait être le plus possible selon ses réalités. Voilà. Et elle l'a fait, elle s'est cultivée, elle a lu, elle a essayé de... Parce que quand elle est venue se rapprocher de la dame là, qui l'a appelée et lui dit « on vient du même ghetto », si elle était venue comme ça, « ah ouais, ma soeur, moi je sais, hein. Non, la dame a vu quelqu'un qui représentait, qui pouvait s'insérer dans ce milieu sans souci. Et venir dire « malgré que je vienne de, 3 points de suspension,
je suis comme vous et je peux faire le même métier que vous. C'est de ça dont on parle. That's Yes. right. Sinon, On peut le faire. Yeah. Alors, Francelise, donc le premier secret, la première recette magique de tout ça, c'est de pouvoir essayer d'approcher le plus possible de ce qu'on rêve de devenir, de se rapprocher le plus possible. Ça part par la formation, ça passe par la formation et également ce que vous représentez aujourd'hui. Et il y a eu quoi également, à part cette discipline dont vous nous parlez? Alors, je vous ai déjà parlé de ma foi, de la discipline. Et je pense, je vous ai dit, le don. Oui. Oui, La le don. passion, le don. Si on vous dit, ah, t'es doué dans ça, t'es doué dans le maquillage, on voit déjà. Vous vous rendez pas compte, vous faites ça comme ça, mais les gens disent que quand toi tu fais ça, c'est mieux. Ah, la cuisine, quand tu prépares ça, c'est bon. Il faut prendre en compte. Voilà. Ouais. C'est vrai que les gens, ils sont le miroir de vous-même. Donc, il faut bien écouter les compliments qu'on vous fait le plus souvent. Parce qu'on vous dit parfois, ah, ça, tu fais ça mieux que. Donc, parfois, quand tu connais pas ta voix, l'écoute et tu verras qu'effectivement, tu as un don. Donc, moi, je pense le don, la foi et la discipline. Après, vu tout ce qu'on a dit aujourd'hui lors de cet échange, pour nous qui sommes ici, voilà, en Afrique, par exemple, pour nous qui aspirons à collaborer avec des grandes marques comme celle avec laquelle tu travailles, comment est-ce qu'on pourrait faire une collaboration gagnant-gagnant, au fait? Comment est-ce qu'on pourrait emmener les deux univers à se côtoyer? Alors, moi, je pense que déjà, l'Occident vous parle, mais l'Afrique ne répond pas. Dans plusieurs défilés de grands créateurs français, en tout cas, moi, je l'ai vu, je pense que pas mal de gens l'ont vu, je vois qu'ils utilisent des motifs africains, je vois qu'ils utilisent des fibres telles que le coton, le raffia, la coco, qui sont ici en Afrique, et ils prennent ça tranquille. Ça m'inspire d'ailleurs, on va parler de cette appropriation culturelle, mais on va le faire juste après la pub, les amis. Dans le parcours inspirant de Francelise, on a l'occasion de pouvoir écouter un peu comment est-ce qu'elle a évolué progressivement pour atteindre ce niveau, mais également de lui poser des questions sur des sujets peut-être fâcheux. À l'instant, Niki en posait une et la réponse de l'invité nous inspirait à lui demander est-ce que cette appropriation culturelle qu'on constate de la part des grandes marques pourrait susciter à juste titre une révolution à notre niveau et faire retirer certaines pièces de certains leur matériaux même de leur collection. C'est-à-dire aujourd'hui, on retrouve, vous voyez comment on appelait le sac qu'on prend pour voyager Le au truc village là, oui, grand comme ça. oui, c'est ce qu'elle a dit, le raffia là. C'est du raffia, c'était du raffia qu'on utilise pour faire ça. Oui, c'est ça. En tout cas, on a trouve vu bien. beaucoup de pièces qui sont censées être made in Côte d'Ivoire, même les kèches. Vous connaissez les kèches? Lesquels là? Alors ce sont Les laquais, c'est ça. des Ce sont paires des de chaussures en made in plastique. Côte d'Ivoire en plastique, voilà. Après, on a le pagne aussi que je vois beaucoup maintenant qui est utilisé par les grandes marques de luxe. On va pas citer quelle marque, mais il y en a plusieurs qui ont utilisé ces Made in Africa pour les insérer dans leur collection. Pourtant, ce sont vraiment des purs produits qu'on a pensé inventer à un moment donné. Est-ce qu'un jour, certains Africains ou nos dirigeants pourraient se lever et puis, je ne sais pas si je devrais dire porter plainte, mais socialement demander le retrait de ces pièces-là pour que nos collectionneurs, nos stylistes et tout pourraient, eux, les utiliser pour la revente. C'est bien beau parce qu'eux, ils ont déjà une enseigne qui donne de la valeur à nos articles, mais ce n'est pas pour les Africains, ça ne nous donne pas plus de bien que cela. Comment est-ce qu'on est censé pouvoir gérer ces cas-là? Alors moi, je n'ai pas la réponse à tout, mais la première chose que je vais poser comme question, pour pouvoir attaquer quelqu'un, moi je poserais la question, est-ce que d'un point de vue juridique, l'autre personne aussi, elle est dans ses droits? Quand on crée quelque chose, quand on crée une marque, on la dépose. On parle de la propriété intellectuelle. Donc toutes ces choses qu'on a créées ici en Afrique ou en Côte d'Ivoire, elles sont déposées quelque part pour que nous, on puisse dire que c'est à nous, c'est notre propriété, et que quelqu'un l'a pris, nous a usurpé en fait quelque chose qui nous appartenait. Mais je veux dire, à un moment donné, on pourrait penser aux réalités de l'Afrique qui est encore dans son essor par rapport à certaines choses. Je veux dire, à un moment donné, même l'Europe s'est trouvée dans cette position-là. Tout n'était pas légitimé, tout n'était pas reconnu. Eux, ils l'ont fait avant nous. Il faut nous donner le temps de rentrer dans cette sphère. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas nous permettre, nous donner
cette possibilité-là parce qu'on serait conscient du fait que l'Afrique a un très léger retard par rapport à nous et donc certaines choses ne sont pas encore effectives à son niveau. Moi, la seule chose Bon, que je puisse dire, c'est qu'il faut Bien rattraper son retard. Oui, mais C'est moi, ce qu'on après, est en train de faire. après, mon problème, c'est On est que en les plein grandes marques de luxe Oui. voilà, utilisent, on peut dire, nos matières premières, mais ne prennent pas la peine quand même d'approcher certains stylistes vraiment qui sont en Afrique ici et qui font du bon travail au fait. Il n'y a pas forcément cette inclusion là dans les défilés. On voit pas de. Il y a une collaboration entre peut-être Balmain ou comment on appelle ça, La Falaise Dion. Mais il n'y a pas ce truc là au fait. Si, ça commence. Oui, Il je commence- pense que la Ça Falaise commence Dion, elle a fait un truc progressivement. dernièrement. Elle a Même commencé à Ibrahim faire. Fernandez, Mais il y a eu plein quelque d'autres chose. stylistes qui Si, sont elle vraiment en marche vogue Château ici. Rouge. Après, je me dis, Chapeau rouge. si tout le monde si ça se passait comme par exemple la Falaise Dion, qui elle-même Se donne et de la c'est- voilà, valeur. tu vois, Oui. je pense que ça pourrait aller. C'est Mais pas faux. Donc, c'est si, pour ça si tu que- es là, tu es en Mais Côte ça- d'Ivoire et tu ça demandes. existe, hein. Oui, c'est pour ça qu'elle parlait de marketing également. Donc, quand on sent que tu te donnes la valeur, tu attires l'attention de ces grandes Ça, marques. je pense que de ces tous grandes les créateurs enseignes. ici devraient Alors, faire il y en a pareil. certaines qui sont bien parties. Elles sont même très bien parties. Aujourd'hui, nous, on est très fiers d'elles. Je ne sais pas si tu es allée dans les boutiques là-bas, mais elles Je ne dirais connaissent, pas où je suis allée. elles connaissent et respectent les codes du luxe et font la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais te citer quatre marques africaines, Made in Côte d'Ivoire, en commençant par la maison Yébé. Donc, la maison Yébé, tu pourras constater les images de chez elle sur notre tableau. Alors, elle a à sa tête Rebecca Zoro. C'est depuis 2018 qu'elle a fait un tonnerre grâce à cette image-là que tu vois, qu'on voit à l'écran. Elle est la fondatrice de Yébé Design. Et donc, Rebecca Zoro est une jeune et talentueuse styliste qui s'est lancée pour défi de révolutionner la mode africaine. Et ses œuvres sont de plus en plus sollicitées par les fans de la mode internationale. Donc, tu vois bien, hein, elle a habillé Beyoncé. Hein. Donc, elle sublime la femme, mais surtout, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle renforce le capital beauté de la femme. Elle décomplexe celle qui pensait que avec l'âge, il fallait être un peu en retrait. L'âge était un souci. Elle lui donne toutes les raisons à cette femme d'un certain âge de croire que sa beauté est une beauté intemporelle. Et donc, elle a fait ce travail-là pour nous et on est très fiers d'elle. C'est Rebecca Zoro. Une autre marque intéressante, c'est une jeune femme qu'on a reçue sur ce plateau. Elle était assise à ta place, c'est Ali Wax. Et donc, sa fondatrice, elle est à la tête de Alice, oui, Ali Wax, donc créée par Alice Nyakpa. On l'a reçue ici. Et cette marque-là a vu le jour en 2017. C'est une volonté de devenir la référence africaine dans la mode de luxe qui l'a guidée. Et de prime abord, elle confectionnait des sacs à main. Des sacs à main. Et quelques années plus tard, elle est devenue une marque déposée. Elle rêvait d'ouvrir son enseigne, de pouvoir faire une exposition sur les champs. Elle a réalisé son rêve et aujourd'hui, elle est reconnue dans 17 pays africains. Elle crée, en plus des sacs, des sacs à main, des parfums, des articles de maison, de la décoration d'intérieur, du prêt-à-porter et même des chaussures. Chapeau, Sista. On a également Loza Maléambo, qui est établie à New York. Une image, voilà, parfait. Donc, elle est à New York, établie depuis 2019. La marque éponyme de Loza Maléambo a rapidement fait son chemin jusqu'en Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle est créatrice et elle a passé sa grande enfance. Donc, c'est une Ivoirienne qui a grandi ici et qui a évolué aux États-Unis. Ces pièces sont fabriquées par des artisans ivoiriens locaux et vendues là-bas. Hein. Donc, il y a des détails décoratifs audacieux, comme tu le remarques, elle pousse, hein, elle pousse. Une ode aux synergies entre l'esthétique tribale ivoirienne et le style urbain de New York City. Merci, Sista. Alors, il y a la dernière, la Falaise Dion. Ça évoque quelque chose chez toi? Non. Sista, faut te mettre au parfum. Alors, la Complètement. Falaise Dion, fierté. On l'appelle encore la reine des coris. Voilà, oui, elle est la créatrice. Elle est créatrice, artiste Emmanuel, et hein. styliste ivoirienne. Dans l'ancienne de ses pièces, elle utilise en fait des coris pour faire ses créations. Ses œuvres s'inspirent de la culture de son peuple, les Dins. Voilà, tu parlais de royaume, de royauté tout à l'heure. Donc, les Dins, ils ont des masques, des tenues de C'est magnifique. danseurs traditionnels de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est tout ça
travail, mais c'est Qu'elle a minutieux. aspiré pour pouvoir créer, faire ses créations. Donc des robes, des chapeaux, si je dois appeler ça comme ça, des parures pour la tête, également toutes sortes de bijoux. Elle a également collaboré avec Beyoncé. C'est magnifique. Après, est-ce que tous les stylistes qu'on a cités, est-ce que tu les connaissais? La Falaise, je ne connaissais pas son nom, mais j'avais déjà vu Ses son créations. travail, Ouais. parce que ça se rapproche beaucoup de la haute couture. Hein. C'est pas du prêt-à-porter, ça. En Ouais. tout cas, là. Donc ça, c'est vraiment de la minutie. C'est de l'art. Oui. Ouais. D'accord. Donc elle, j'avais déjà vu. Mais moi, je suis ravie de découvrir tant d'autres. Hein. Moi, aujourd'hui, j'aurais pu m'habiller en Balmain, mais je n'ai pas fait du tout. Je porte un vêtement d'un créateur africain qui s'appelle Moussi Traoré. Aussi Traoré. Oui, parce que même si je travaille pour une marque autre qu'Afrique, j'apprécie le travail des créateurs africains et je porte aussi leurs vêtements. Il faut leur faire confiance. Et d'ailleurs, on va faire un coucou à Guy Serge, notre styliste maison qui sait tant associer les pièces Made in Africa que celles qui viennent d'ailleurs. C'est vraiment un faiseur de beauté. C'est lui qui nous habille aujourd'hui. Chapeau Guy Serge, merci pour tout. Merci. Alors, le luxe, c'est beau, mais le luxe n'est pas atteignable à tous. D'accord? On va pas se mentir. C'est vrai. Il y en a certains qui ont un budget minime réduit comme ça, mais qui ont une notion de la mode qui peuvent les pousser à donner l'impression qu'ils sont habillés avec pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans les pièces qu'on trouve dans certains marchés, on trouve des éléments de grande enseigne. Où ça? Au marché. Tu vas comprendre tout à l'heure de quoi est-ce que je parle dans Budget Serré. Le marché de la friperie, c'est Oui, en je fait connais. c'est de ça dont je parlais. Et donc là-bas, il y a toutes sortes de marques, Made in Africa, Made in ailleurs, chinois, France, États-Unis, on trouve du tout, mais surtout à prix accessible, atteignable pour tous. Et donc nous, ce qu'on fait ici, toutes les trois, c'est qu'une fois dans la semaine, on va dans ces marchés-là, on cherche des pièces pour montrer aux gens que, écoutez, on peut avoir un budget réduit et puis faire quelque chose de très bien. Même avoir des moyens et décider de pouvoir acheter plus, puisqu'on aurait plus de moyens à mettre à un moment donné. Bon, aujourd'hui, qui est passé à la sauce? Ah, c'est qui est passé? Je ne sais pas, moi peut-être Niki, bah, c'est moi, je pense. C'est toi, Antonella. je pense. On va y aller pour le budget serré d'Antonella. Let's go. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on est encore de retour au marché de Belleville. Tout le monde le sait, c'est mon endroit préféré et je trouve que de belles choses. Donc aujourd'hui, pour le coup, je suis marraine à un baptême. Donc on va assurer avec 10 000 francs seulement. Donc suivez-moi pour toute la journée. Donc c'est parti. Least they speak today. Je vais prendre ça. C'est combien? Il n'y a pas à débattre. D'accord, faut mettre dans un sac. Je vais prendre. J'ai commencé par la chaussure. J'ai trouvé une chaussure rose qui m'a plu. Donc je me suis dit pourquoi pas la prendre en même temps. Et comme ça, je pourrais entamer la recherche de ma tenue de baptême. C'est parti. C'est combien? Monsieur? C'est 1000 francs. D'accord, ok. Je vais prendre ça. Donc voilà, j'ai eu un sac qui se marie bien avec ma chaussure, donc je suis contente. Merci. Je pense que ça, avec une veste blanche, ça pourrait aller. Donc avec les chaussures, taille haute. Tu as dit c'est combien? 2000. D'accord, je vais prendre ça. Donc voilà, hein, j'ai trouvé un pantalon, donc j'espère trouver une veste qui va bien avec la couleur du pantalon qui est un peu beige. Donc je pense que ça fera l'affaire. Non, ça va pas. Ça va, peut-être ça. Ça même, c'est joli. Ah, c'est combien? 1000 francs. 1000 francs, c'est pas bon. Mais c'est pas grave. Comme je suis ta chérie, tu vas laisser.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, il me reste encore 1000 francs quand même. Donc, je pense que j'ai assuré. Avec 9000 francs, j'ai pu trouver un look total, des chaussures, des boucles d'oreilles, un sac et tout le tralala. Je vous laisse découvrir juste après. Bisous. Être marraine à un baptême avec 10 000 francs seulement, donc voilà le total look de ce thème. J'espère que vous aimez bien, j'ai opté pour le blanc, donc un blanc pour un baptême, pour un mariage, ça passe bien. Donc j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Un pantalon assez large, la chaussure qui se marie bien avec le sac, les boucles d'oreilles également qui se marient bien avec le sac et la chaussure, donc j'ai opté pour 2 couleurs, le blanc et le violet. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis dites-le moi en commentaire si vous avez aimé ou pas. Bye. Non, 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 tournez là, mais attends. Tu es comme le vin qui se bonifie avec le temps. Non, franchement, j'ai moi-même aimé. Hein, Mais toi, tu es responsable quoi, de quel mode? De quelle je te dirai en privé. La maison Gantous. On a France Bliss qui brandit, oui, là, oui, C'est gentil. Tournez là, qu'elle a c'est la reine du budget sérieux. Moi-même, j'ai déposé les âmes. Franchement, avec 10 000 francs, donc j'ai pu avoir la chaussure, le sac, les boucles d'oreilles, le pantalon, la veste. Non, franchement, j'ai assuré pour le coup. Alors, quelles sont tes impressions et à ce jour, est-ce que tu serais capable, toi, de retourner dans ce type de marché? Alors moi, j'étais impressionnée quand je la voyais fuiner partout et tout. Je me disais, waouh. Bon, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, mais ce que je voulais souligner, c'est que franchement, tu es vraiment la reine du budget. Bravo, Merci. tip top. Mais à côté de ça, elle dit tu es la reine du budget. ouais, Et si je te félicite parce que justement, c'est vraiment dans l'air du temps. Ouais. On parle beaucoup de upcycling ou de slow fashion C'est ça. parce que il y a trop de vêtements dans la planète. Voilà. Et on appelle chacun à l'éco-responsabilité. Et l'éco-responsabilité dans la mode, justement, c'est d'aller dans ce type d'endroit et justement mettre au goût du jour des vêtements Ciné. d'antan. Et franchement, je veux tirer mon chapeau parce qu'elle a trouvé ça super rapidement Non, et mais elle a fait c'était un beau, look c'était beau. super. Merci beaucoup. Merci. Écoute, France-Lise, j'en profite pour t'annoncer qu'on tire à la fin de cette émission. On a Ouais. passé un super Moi moment aussi, c'était avec toi, mais surtout, merci pour ce partage-là. On comprend aujourd'hui que rien n'est impossible à celui qui croit. Et donc, est-ce qu'il y a un mot de fin que tu souhaiterais partager avec nous? Alors déjà, je vous remercie, vous êtes magnifique. Je vous voyais déjà derrière mon écran. Et c'est un honneur pour moi de vous voir en vrai. Je vous remercie vraiment pour l'accueil. Vous êtes vraiment dynamique, vous êtes magnifique. Et pour les personnes qui nous regardent, je voudrais encourager les jeunes filles, les femmes et les plus âgées à toujours croire en ses rêves. Tant qu'on vit, tout est encore possible. Voilà, c'est sur ce, on se dit bye bye. Merci encore à notre invitée super intéressante qui nous a fait profiter de son parcours aujourd'hui. Les amis, foncez, foncez, foncez. Au revoir.